Hélène, Voilà, tu vois, il y a un petit boulot. c'est fait, c'est fait, ça me l'a dit. Donc maintenant c'est parti, c'est d'enregistrer. Justement, si ça vous intéresse par la suite d'avoir l'enregistrement exact, on verra avec Pierre comment on peut voilà, Aucun problème avec procurer ça. à tout le monde, bien entendu. D'autant plus que, d'abord, il faut vous remercier d'être là. Je remercie surtout Hélène d'avoir accepté, dans le contexte d'Inter-Environnement Wallonie, de nous faire la séance qui va se dérouler devant vous, que Marie avait déjà vue une première fois et qui a été un peu adaptée d'après ce qu'Hélène m'a dit. Nous sommes très heureux de vous avoir parce que c'est une organisation que nous faisons avec la Maison de l'Urbanisme et donc son vrai nom comme ASBL, c'est la Maison de l'Urbanité, mais la Maison de l'Urbanisme, c'est un paiement que nous recevons de la région wallonne qui est donné grosso modo à une maison, à une ASBL par province qui se charge ou qui peut prouver, comme on dit, qu'elle s'est chargée et continue à se charger d'activités dans le domaine de la formation, de l'information, de la sensibilisation. Nous organisons des voyages d'études, pour le moment des séances de vidéo. Nous avons parce qu'avec le Covid, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Et on s'est dit, tiens, on va faire des vidéos sur des sujets qui intéressent tout le monde, puisque notre vocation n'est pas de nous adresser uniquement à des spécialistes, mais nous devons nous adresser à toute la population pour fournir ces formations et ces informations. Donc, si vous allez sur notre site, vous trouverez la première d'une série de vidéos sur l'impact du tram dans une ville comme Liège, puisque c'est le tram liégeois dont nous parlons. Et je pense, d'après les retours que nous avons, que le public trouve ça fort intéressant parce qu'on a fait intervenir des personnes qui s'y connaissent sur le sujet. Voilà, je reviendrai peut-être un peu tout à l'heure sur un peu de pub pour nous, hein, pour que vous restiez bien accrochés, d'autant plus qu'on est très, très intéressés par les personnes qui sont là aujourd'hui et les personnes qui s'étaient inscrites et même qui, pour 36 raisons, ah, tiens, attention au micro. C'est normal dans un webinaire qu'on appelle webinaire. Bon. Mais il y a toujours une partie des personnes qui, au dernier moment ou 2 heures avant, ont trouvé une autre occupation. Mais c'est rien, nous les poursuivrons parce que nous sommes très intéressés à la lecture de l'ensemble des personnes qui sont là aujourd'hui, parce qu'il y a non seulement des conseillers et une conseillère communale, des présidents et des membres de 15 CCATM, ce qui est, enfin, je ne dis pas que je suis scotché, mais enfin, je suis particulièrement heureux de voir la réaction qui s'est faite au sein des CCATM. Nous avons aussi des responsables et des membres de services communaux d'urbanisme et du cadre de vie. Nous avons 2 CATU. Enfin, c'est un public assez intéressant, étant donné que le ministre vient d'insister dans notre contrat quinquennal pour que nous nous tournions aussi vers d'autres villes que celle de Liège à l'intérieur de notre province. Nous ne renoncerons pas à venir vous harponner, étant donné que les CCATM seront sans doute un bon relais vers ces communes que nous devons maintenant aller informer encore mieux, former encore mieux et sensibiliser encore mieux. Alors voilà, j'ai terminé, je vais te passer la parole, Hélène. Je referai comme un peu à Lourdes de brèves apparitions, mais pas trop souvent. Vas-y, merci Hélène. Merci Pierre. Et oui, de toute façon, pour que les choses soient vraiment bien claires pour tout le monde, à partir de maintenant, Pierre participe comme vous tous à cette séance et est donc amené à, dans la seconde partie en particulier, réagir, participer, avoir son opinion, c'est aussi ses expériences de maison de l'urbanité, mais au-delà, ses expériences d'architecte mise à contribution pour participer. Parce qu'en fait, cette séance qui dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie, comprend d'abord un exposé que je vais vous faire, et puis des questions-réponses sur cet exposé,
Et ensuite, une partie qui est plus active, plus interactive et pour laquelle c'était important pour moi que Pierre puisse être vraiment sur un pied d'égalité avec vous, de façon à ne pas être au balcon et se dire oh ben, j'aurais bien envie là de dire quelque chose. Et ben voilà, finalement, il n'y aura que moi qui ne jouerai pas dans la seconde partie. Je vous animerai entre guillemets en essayant que le meilleur sorte et que surtout vous puissiez du coup sans doute jeter les bases de cette future collaboration, interaction plus accentuée entre la maison de l'urbanisme, maison de l'urbanité, et toutes les communes de la province de Liège. Alors, je vois qu'il n'y a toujours personne dans la salle d'attente, ça c'est une première chose. Deuxième chose, je vais fermer ma liste de participants puisque à présent, on fera le bilan après avec Pierre et je vais donc vous partager mon écran pour vous montrer tout d'abord une toute première dia qui va nous permettre de bien comprendre ce que nous faisons aujourd'hui. Alors pour ça, il faut que je réduise l'autre écran. Excusez-moi, ça c'est un peu technique parce qu'avec Zoom, on ne peut pas tout faire en même temps. Et je vais du même coup faire les présentations. Voilà, je m'aperçois que Zoom refuse d'être réduit, mais néanmoins, on y est parvenu. C'est fait. Zoom est réduit et je vais pouvoir vous afficher les choses. Si tu veux, Hélène, tu peux modifier l'affichage en haut à droite. Oui, c'est comme ça que j'ai plus ou moins... Oui, c'est comme ça que j'ai fait. Et le fait de pouvoir vous partager mon écran, j'espère que ça va aller. Voilà, partager l'écran sur ça, sur ceci. Voilà, partager. Est-ce que ça partage? Oui. C'est parfait. Très bien. Alors, je vais me présenter très brièvement. Plusieurs d'entre vous me connaissent déjà. Nous avons eu l'occasion de collaborer ou de participer à des commissions, des conseils d'avis. Ça remonte même à la CCATM pour Pierre ou pour Fabienne Henka. On était à la même CCATM de Liège. Alors, je m'appelle Hélène Ancion, je travaille chez Interenvironnement en Wallonie, je suis chargée de mission urbanisme et aménagement du territoire et à de nombreuses reprises pendant l'année, il y a des prestations extérieures comme celle-ci, c'est-à-dire des demandes de personnes de la société civile, de politique pour faire en quelque sorte un exposé. Et dans la mesure où j'ai l'occasion de vraiment collaborer chaque fois avec ces organismes ou ces personnes, eh bien à chaque fois, c'est un autre exposé. Et à chaque fois, c'est de la matière qui se renouvelle, qui tient compte des précédentes occasions de présenter tout cela. Mais il y a quand même un noyau de base ces dernières années, c'est évidemment le dossier Stop Béton que j'ai eu l'occasion d'écrire pour IOE. Et c'est autour de ce dossier Stop Béton que les animations que je peux faire récemment se sont faites. C'est-à-dire soit des animations que nous organisons, ça s'appelle les rencontres de l'artificialisation avec des citoyens, je pourrais vous en parler tout à l'heure, soit sur invitation, comme ce qui a été fait avec la Maison de l'Urbanisme Femmes et Ardennes il y a quelques jours, donc avec Marie de Cellier, séance à laquelle Pierre Sauveur avait participé de façon à mieux prendre connaissance du type d'événement qu'on allait faire ensemble. Et voilà, par exemple, donc aujourd'hui, j'ai vraiment, effectivement, retravaillé un petit peu le contenu et puis retravaillé aussi l'approche par rapport à ce morceau de journée que nous partons ensemble, de façon à ce que ce soit vraiment unique. Et les gens qui me connaissent un petit peu savent que c'est indispensable pour moi, ça fait partie de la qualité que d'adapter, et justement vos questions-réponses vont permettre d'adapter par la suite pour les suivants. Ce qui est affiché à l'écran, c'est quelque chose d'assez important chez Interenvironnement Wallonie parce que ça prend beaucoup de place dans la manière de travailler, ça prend une place intéressante et une place qui, justement, permet à chacun, normalement, de prendre sa place. Ça s'appelle l'intelligence collective et c'est quelque chose qui résulte donc de la prise en compte des différentes manières de participer de chacun, soit dans le verbal, évidemment, dans l'écrit, mais aussi dans les encouragements qu'on peut se donner les uns les autres à s'exprimer, dans les retours qu'on peut se faire sur ce qu'on vient d'entendre. Et l'intelligence collective permet d'arriver à des choses que normalement, on n'arriverait pas à faire tout seul. Voilà pourquoi je vous ai mis deux principes qui expliquent un peu l'intelligence collective. C'est un, il y a plus dans deux têtes
que dans une, et ça, vous l'avez sûrement entendu de toute façon dans votre vie, en dehors de toute affirmation que ça, c'est de l'intelligence collective. Et puis aussi, ça, c'est vraiment du vécu. On ressort du processus avec de l'étonnement et de l'enthousiasme sans avoir eu l'impression de travailler. Et je crois que là, Pierre et moi, on se rejoint bien. On ne voulait pas que ce soit une espèce de grande exposé avec des prises de notes ardues et aussi 12 000 concepts. Non, c'est plutôt la volonté d'arriver à des choses simples dans lesquelles on sent qu'on peut s'impliquer de manière active. Et ma collègue Cécile avait trouvé ceci sur Internet, qui est assez marrant, mais qui est bien le résumé de tout ce qu'on va faire pendant cet après-midi pour bien pratiquer l'intelligence collective. Je vais me le mettre un peu plus grand s'il y a moyen. Voilà, c'est écouter avec attention, parler avec intention. À Liège, parfois on n'entend pas la différence entre attention et intention. Et puis être bienveillant, c'est à la mode, mais prenons-le vraiment au sérieux. Se faire confiance à soi-même d'abord, et puis faire confiance aux autres. Bon, ça ne se décrète pas, mais je crois que voilà, il y a aussi une manière les uns les autres de respecter les différentes personnes en présence pour que la confiance vienne justement de ces relations entre nous. Et enfin, respecter le cadre. Et par exemple, si à un moment donné, il semble qu'il y a besoin de faire une pause, eh bien effectivement, on accepte de faire la pause et les bonnes idées, on en prend vite note. Et quand on reprend la séance, par exemple, on communique sur ces choses-là, de façon à garder les esprits frais et ne pas prolonger au-delà des limites du raisonnable. Alors, ici, Pierre, j'ai besoin d'une confirmation. A priori, il n'y aura pas de pause, ou bien on prévoit une pause et dès lors, on peut peut-être en convenir tous ensemble? Je crois qu'il vaut mieux, hein. Il vaut mieux une petite pause. Si c'est 2h30, c'est trop long. Moi, il me semble aussi, hein. Oui. Tout le monde. Hélène, est-ce que tu peux regarder pour ne voir que la partie principale de la projection parce qu'on a tout ton écran? Oui, tout à fait. C'était pardon, hein, c'était juste pour l'intelligence collective parce que c'était un autre type de document. Mais ici, maintenant, pour la présentation PowerPoint, je vais faire enfin, normalement, si ça fonctionne bien, je vais faire le diaporama. Oui. Ok, merci. On va faire ça tout de suite. Voilà. Et vous me dites si ça fonctionne bien. Est-ce que ça va bien? Et comme, voilà, je vais fermer les participants. Est-ce que vous voyez bien? Il n'y a rien qui change. Oui. Ok, on va voir si... Nouveau partage d'écran, voilà. Ça ne change pas. Voilà. Très bien. Super. Peut-être parfait. Peut-être fixer une heure, mais voir si on ressent une fatigue ou si on ressent le besoin de s'arrêter peut-être plus tôt que l'heure qu'on avait imaginé maintenant, pas hésiter à s'adapter. Oui, absolument. Oui. On peut viser à peu près 4 heures, mais c'est à peu près. Et si à 4h moins 10, tout le monde est mort, on s'arrête à ce moment-là. Et si on est encore vaillant, on termine vite pour aller voir Vitch. Ça me semble peut-être un peu loin, personnellement, surtout si... Oui, bon, il fait chaud, voilà. Peut-être se dire 3h30, parce que, sans vouloir chipoter, mais j'ai l'impression que c'est plus réaliste, comme ça on répartit bien les choses, parce que mon exposé ne va pas durer 1 heure, hein, j'espère. Sinon, c'est vous laisser vraiment trop peu de place. C'est très bien. Oui? Ok. Je vais juste, voilà, revenir à la dia initiale. Eh bien, c'est parti alors. Est-ce que, par rapport au dia, vous avez une bonne taille de police? Oui. Oui, très bien. Alors, c'est un atelier artificialisation des sols, un mot bien compliqué. Pour les CCATM, un organe qui gagnerait à être mieux connu. Et cet atelier artificialisation des sols va vraiment se centrer sur la manière de clarifier certains concepts, de façon à ce que vous puissiez ensuite vous servir de tout cela pour mieux travailler en CCATM ou en tant qu'acteur de l'aménagement du territoire qui a encore plus les mains dans le cambouis. Je pense notamment, par exemple, aux agences de développement communal, aux conseillers communaux, ou aux ECHFA. Et justement, on en a quand même quelques-uns parmi nous. C'est très important de se dire que chacun de nous peut jouer un rôle dès lors qu'on comprend un peu mieux les différents concepts.
Alors, il y a vraiment, pour moi, un credo de base, c'est que si on veut lutter contre l'éparpillement dans la campagne, donc l'éparpillement de l'urbanisation, il faut préserver la nature et la convivialité en ville. Et en fait, toute ma démonstration ici va contribuer à expliquer cette phrase qui n'est pas de Confucius, mais de moi. Bon, l'artificialisation des sols en Wallonie, cela peut se présenter en statistiques agglomérées en texte et en définition. On va commencer par la définition qui est en bas. C'est très important d'avoir une définition et aujourd'hui en Wallonie, on n'a pas de définition officielle wallonne. Donc ce que je vous ai mis, c'est la définition européenne. Il y a des définitions en Wallonie, bien entendu, il y en a même beaucoup. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a aujourd'hui une attente vis-à-vis d'une décision du gouvernement par rapport à un groupe de travail qui a eu de nombreuses séances de travail l'année passée sur l'artificialisation des sols. Et ce groupe de travail a rendu un rapport. Le ministre Borsu doit présenter ce rapport au gouvernement et ça n'a pas encore eu lieu. Et tant que ça n'a pas eu lieu, il n'y a pas donc de définition officielle émanant du gouvernement wallon, mis à part des choses qu'on peut trouver dans la DPR, Déclaration de politique régionale. Donc sur le plan strictement politique, il n'y a pas encore de définition officielle. Cela n'empêche que beaucoup de gens travaillent dessus et que donc d'un côté on a des organismes qui sont plus de statistiques comme l'IWEPS, ou bien la CPDT, donc les universitaires de 3 universités francophones qui se réunissent dans cette plateforme de réflexion sur l'aménagement du territoire pour arriver à des définitions et pour faire des recherches, évidemment, d'année en année sur la manière dont la définition peut s'enrichir, s'altérer, être modifiée au gré de la réalité du territoire. Et la réalité du territoire, elle est très, très importante parce que vos yeux comptent aussi. Et le territoire en lui-même, il faut absolument faire attention à lui et pas seulement faire attention aux chiffres, aux statistiques. Tout cela, c'est pour nous aider à mieux prendre en compte la réalité et c'est la réalité qui compte. Et mes amis de l'IWEPS comme ceux de la CPTT sont les premiers à le dire, c'est le terrain qui compte. On ne fait pas tout ça juste pour avoir des beaux tableaux ou des chiffres qui font froid dans le dos. C'est vraiment d'abord le terrain qui compte. Et ce terrain, il est au cœur de la définition européenne. Si je prends la première phrase, elle est un peu complexe évidemment, mais vous baignez dedans, donc vous comprenez tout de suite, hein, un changement d'état effectif d'une surface agricole, forestière ou naturelle, vers des surfaces artificialisées, c'est-à-dire les tissus urbains, les zones industrielles et commerciales. Bon, là, on a déjà perdu la moitié de la province de Liège, ça c'est sûr, mais j'espère personne dans l'Assemblée de cet après-midi. Vous comprenez ce dont on parle ici, et quand on parle d'infrastructures de transport et de leur dépendance, là aussi, vous envisagez tout de suite des choses très concrètes. Les mines et carrières à ciel ouvert, les décharges et chantiers, les espaces verts urbains, et oui, ça c'est de l'artificialisation, et les équipements sportifs et de loisirs, y compris les golfs. Voilà, la définition se termine là, fermez les guillemets, et puis il y a l'ajoute que moi j'ai faite, ce changement est généralement irréversible, voilà pourquoi c'est grave. Donc la définition européenne, elle met bien le doigt sur le fait qu'on part de surface ouverte. Et donc, si on remonte maintenant dans le schéma qui est issu du rapport sur l'environnement, sur l'état de l'environnement wallon, dans ce schéma, dans ces statistiques, vous voyez qu'il y a des zones de couleur et que finalement, tout cela, ça concerne les terrains artificialisés, effectivement. Sur le schéma, il n'y a pas de terrain non artificialisé. Ce sont tous des terrains considérés comme transformés par l'homme. Et le transformé par l'homme, ça recouvre aussi des terrains qui, en apparence, sont végétaux, plantés d'arbres et des choses comme ça. Donc ça, c'est déjà très, très important dans les définitions à bien comprendre. Et on verra si le gouvernement suit ce genre de ligne. À droite, vous avez l'agglomération donc en texte et en chiffres de quelques grands enjeux. D'une part, on est à 15% de la surface de la Wallonie qui est artificialisée. Donc ça, c'est le taux d'artificialisation actuel. Les surfaces artificialisées ont augmenté de 40% en l'espace de 30 ans. Donc il y avait X mètres carrés, ou plutôt kilomètres carrés de surface artificialisée, et bien aujourd'hui, ou en tout cas en 2015, on était à plus 40% par rapport à ce chiffre brut. Alors l'augmentation en flèche du résidentiel, plus 47%. Dans un instant, on va y prêter davantage d'attention, mais vous savez très bien que c'est un des gros responsables de l'artificialisation. Et puis surtout,
l'artificialisation au détriment des surfaces agricoles, parce que c'est la fonction agricole qui lâche le plus de terrain au fur et à mesure. C'est toujours elle qui paye les pots cassés. Et c'est d'autant plus grave, donc pour se référer à les définitions du bas, c'est d'autant plus grave que généralement, on va avoir tendance à ne pas compenser par de l'agriculture, et de toute façon, ce ne sera pas le même terrain, puisque le terrain initial, ben, c'est fini, il est urbanisé. Donc que ce soit du point de vue naturel, forestier, agricole ou autre, ça n'est jamais exactement la même chose. La surface, elle est artificialisée, ben, elle est finie, perte et profit. Pierre Kroll avait fait des dessins humoristiques pour montrer 5 tendances que pourrait connaître la Wallonie dans une perspective à quelques années. Il avait fait ça dans les travaux préparatoires du diagnostic du SDER, qui depuis s'appelle SDT pour les intimes. Et ces dessins, eh bien, ils illustrent 5 grandes tendances qui sont aujourd'hui déjà à l'œuvre. Et la Wallonie, ben, on pourrait dire qu'il faut prendre les 5 cartes là et les couvrir les unes par les autres. Et là, vous obtenez la Wallonie actuelle. Donc, vous obtenez de l'éparpillement de l'urbanisation, ce sont les bambous. Donc, on peut faire tout partout parce qu'on est près de l'autoroute. Vous avez aussi quelques bonnes grosses agglomérations, c'est les massifs. Vous avez beaucoup de demandes immobilières, de demandes commerciales qui découlent, et donc beaucoup de cessions et de ventes, achats dans l'immobilier sur les bords de la région, et ça, ce sont les invasifs, puisque toutes ces ventes, achats, locations, etc., dépendent de métropoles extérieures qui, elles, sont réellement génératrices d'emplois, par exemple, mais avec une très forte demande pour construire des logements ou pour construire des activités connexes au logement, comme le commerce en grande surface en Wallonie. Et donc, c'est pour ça que c'est appelé les invasives par Pierre Kroll. Vous avez les greffons, c'est les 3 nouvelles villes, il les a mises n'importe où, hein, mais c'est une allusion au fait que, tiens, pour résoudre toute cette question de demande en logement, on devrait peut-être construire 3 nouvelles Louvain-la-Neuve. Et enfin, les grimpantes, pour ceux qui connaissent bien la Wallonie, on reconnaît le Sillon-Sambre-et-Meuse et la Nationale 4, schématisée bien entendu. Et tout le monde n'habiterait plus que le long de ça, ce qui est déjà un peu le cas aujourd'hui, hein, puisque vous avez beaucoup de constructions le long de ces 2 axes. Bon, le long de la Nationale 4, il y en a moins, Marie pourrait en témoigner, mais néanmoins, c'est quand même un axe qui est très attirant. C'est vraiment un pouvoir d'attraction qui se justifie. Si vous allez voir des entrepreneurs, ils vont vous dire « Ah oui, je dois être près de la Nationale » ou « Je dois être de préférence sur la Nationale ». Puisque contrairement aux autoroutes, on peut encore imaginer d'être relativement au bord de la route. Artificialisation des sols, cela peut se représenter aussi par des purs gags type presse, purs gags qui font grincer des dents, évidemment, puisque si on prend l'épicier qui est en haut à droite, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, mais c'est vraiment la pratique aujourd'hui. On achète un terrain qui semble cher, mais finalement, quand on regarde bien, il est quand même beaucoup moins cher qu'un autre. Du coup, tiens, pourquoi on n'en prendrait pas encore un petit peu? Parce qu'il se revendra peut-être encore mieux, ou parce que tout simplement, on se dit, bah, au prix du mètre carré, allez, on en profite, quoi. À gauche, en bas, vous avez le type de maison qui est souvent très répétitif, et la bulle qui dit « le retour aux sources, ça fait un bien fou » et quelqu'un dans une autre maison qui dit « j'allais le dire ». Sous-entendu, ben, voilà, l'intimité, le voisinage sont un petit peu le résultat d'achat plutôt que de vraiment une vie dans le lieu. Généralement, les gens choisissent l'endroit en fonction de considérations immobilières et du coup, on se retrouve avec d'un côté, comme en haut à gauche, des intermédiaires très intéressés par les surfaces non encore construites, et à droite en bas, des maisons qui sont en déshérence ou voilà, qui attendent d'être rachetées. Aujourd'hui, le marché de seconde main marche très bien aussi pour les maisons, et ce serait peut-être une solution, une partie de la solution en tout cas par rapport à arrêter d'urbaniser. Alors, l'étalement urbain, qui est le terme habituel en géographie, en aménagement du territoire, pour la Wallonie, moi, je le caractériserais plutôt, enfin, je caractériserais le phénomène en disant éparpillement de l'urbanisation plutôt que étalement urbain. Pourquoi? Ben parce que les villes ne sont pas en train de grandir avec une continuité à partir de leur centre, pas du tout.
Depuis les années 60-70, on est allé loin. Et on est allé loin parce qu'il y avait les autoroutes et puis parce qu'il y avait finalement cette possibilité simplement de se sentir socialement dans une situation confortable. Renforcée par la voiture de société, renforcée par des tas de choses, mais renforcée surtout aussi par la pression des pères qui insistent très souvent pour qu'on fasse construire. Et on fait construire où? Ben, évidemment, en bon père de famille, là où le terrain n'est pas cher. Le terrain n'est pas cher, plutôt dans la zone rurale. Et ce sont donc des choses qui s'encouragent de personne à personne. Comment inverser la tendance? Ben, en prenant les mêmes canaux, c'est-à-dire en inversant et en faisant en sorte d'encourager les gens à faire d'autres choses. L'urbanisation qui en résulte, elle existe dans toutes les communes de Wallonie. Et c'est une urbanisation au lance-pierre. Quand vous allez dans des communes où, à vue, on va dire, d'avion, comme ici, comme nous sommes au-dessus de la Wallonie, on a l'impression qu'il y a des communes où il ne se passe presque rien, mais quand on se rapproche, bien sûr qu'il se passe des choses. Et c'est toujours très éparpillé. Par exemple, par rapport au centre d'un village, il y a minimum 500 mètres à marcher, dans des conditions pas très faciles. Et donc, ben oui, c'est de l'éparpillement. Entre les deux, on ne peut pas dire qu'il y ait une continuité. Alors, sur la question de l'habitat, je pense que ma barre d'outils vous empêche de bien voir. Je vais quand même admettre Marie-Ben qui vient d'arriver. Mais est-ce que vous voyez bien tout le haut de ma dia? Tout va bien. Ok, parfait. Parce qu'il y a parfois des petites images qui sont exprès pour illustrer. La question de l'habitat, elle est souvent la question du 4 façades tellement honni. Mais moi, je crois que plus important que s'acharner sur un certain type de bâtiment, c'est vraiment se dire, on a d'abord des choses qui représentent beaucoup de surface. Et deux choses représentent beaucoup de surface, quel que soit le type de construction qu'on fait dessus. Un, c'est le fait qu'on utilise de plus en plus de surface pour se loger, ou que ce soit dans n'importe quel modèle de bâtiment. Et si on tient compte du fait qu'il y a énormément de familles aussi qui sont monoparentales ou qui, dans des situations de vie difficiles ou parfois joyeuses, doivent aller dans un plus petit logement, et que ça existe aussi en Wallonie, ça, on peut donc se dire que le résultat moyen d'une augmentation de 40% de la surface des logements est en fait, donc ce résultat moyen, est en fait la traduction de deux extrêmes, qui est d'un côté des beaucoup plus petits logements et de l'autre côté des choses, mais qui sont bien plus que 40%, qui sont plus 120%, plus 200%. Et ça, ben voilà, c'est des choses que peut-être les sociologues étudient, je sais pas. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font sociologie et puis qui étudient le changement de surface de bâtiments. Mais en tout cas, la CPDT a fait énormément de travaux là-dessus, l'IWEPS aussi. Et dans le rapport sur l'environnement, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Alors que finalement, les gens, quand on analyse un peu leur maison, eh ben, ils n'utilisent pas beaucoup de pièces. Et le jardin, curieusement, beaucoup de gens ne s'en servent absolument pas. Combien parmi nous n'ont pas déjà vu chez quelqu'un des jardins où finalement on vous admet, oh ben non, on y va seulement l'été pour le barbecue, voilà. Bon, s'il fallait faire la proportion entre ce que vous utilisez un jardin peut-être beaucoup plus petit ou une terrasse et ce que cette personne fait comme usage, voilà. C'est des statistiques un peu à la maison, hein, des statistiques personnelles, mais faites attention et vous verrez à quel point dans toutes ces surfaces très grandes, il y a un usage qui reste tout de même intime et qui n'arrive pas à faire usage de toute la surface dont les gens disposent. Et puis l'autre grande surface à disposition, indépendamment du type de bâtiment qu'on met dessus, ben, ce sont les zones au plan de secteur. Et si on prend simplement les zones existantes au plan de secteur, il reste beaucoup de marge, il reste beaucoup d'hectares non urbanisés, et c'est là que moi je dis attention. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut les utiliser. Ça veut plutôt dire réfléchissons avant d'utiliser ceux qui restent. On parle donc d'offres foncières potentielles en zone habitat et en zone habitat à caractère rural, et ça se chiffre à un peu plus de 50 000 hectares, ce qui est quand même pas mal. Ça représente aujourd'hui un tiers de la surface de zone d'habitat et zone d'habitat à caractère rural. Donc, vous prenez au plan de secteur toute la zone habitat et habitat à caractère rural, qu'elle soit ou non bâtie, vous découpez en 3, vous prenez un tiers et vous pouvez considérer que ce tiers-là, aujourd'hui, n'est pas bâti. Mais si on le bâtit, paf, on fait augmenter de 50%
la surface bâtie générale en Wallonie. Et puis, si on prend la ZAC, qui est un peu ambiguë, mais pas si ambiguë que ça, parce que dans le code d'été, elle est utilisée de manière systématique dans des choses qui disent qu'en fait, c'est bien une zone urbanisable, et bien là, il reste environ 16 000 hectares non urbanisés. Donc, si on met les deux ensemble, on atteint les 71 000 hectares encore urbanisables si on suit la logique du plan de secteur, et en tout cas non urbanisés si on suit la logique simplement de regardons sur le terrain. Pour tous ces chiffres de base, vous pouvez aller voir la référence que je vous donne là en dessous, c'est sur le site d'Eliwebs. Alors, comment est-ce possible? Vous connaissez très bien le plan de secteur, donc je ne dois pas vous expliquer ça pendant 107 ans. Le plan de secteur fait des étoiles de mer, c'est-à-dire que le long des routes, il y a de part et d'autre de l'axe minimum, enfin normalement c'est même un truc tout à fait standard, 25 mètres de part et d'autre, fond de parcelle à 25 mètres, peu importe ce que dit le cadastre. Et donc, on a beaucoup blâmé le ruban le long des routes, mais il y a aussi la largeur de ce ruban. Ce n'est pas seulement le fait qu'il s'étend jusqu'au village suivant, c'est aussi que systématiquement, il établit qu'on puisse construire comme ça sur systématiquement la même largeur. Et c'est purement de l'empirique. Hein. Il n'y a jamais eu de choses écrites officiellement, même du temps où il y a eu la loi organique sur l'aménagement du territoire, on n'a pas dit d'office, il faudra obligatoirement que ça ait telle ou telle largeur, longueur, ou que les doigts des étoiles de mer rejoignent les autres villages. Non, c'est vraiment voilà, une sorte de résultat du fait d'envisager que chacun avait droit à faire fructifier son bien immobilier. Le résultat, c'est la dentelle que vous connaissez bien. Donc, en Wallonie, on a une majorité de dentelles de rouge rayé blanc sur fond jaune pâle, puisque beaucoup de bois et de forêts ne sont pas repris en zone forestière. Et puis, vous avez métropolisation à la Wallonne. Ça, c'est mon expression à moi, pour dire qu'en fait, la Wallonie se présente un peu comme le jardin des régions voisines, le jardin habité, bien sûr. Et que donc, il y a une construction de la Wallonie, une construction et un aménagement en fonction des étoiles de mer, de la dentelle, et puis de cette notion que notre région en elle-même, finalement, ne produit pas grand-chose à part produire du logement, de l'économie immobilière. L'agriculture, grande perdante, elle a en fait elle-même joué beaucoup avec le feu dans ce jeu-là, puisqu'il y a pas mal d'agriculteurs qui ont décidé dans les années 60 de réclamer les subsides pour arracher les haies, à côté de ceux qui disaient « je ne veux surtout pas arracher mes haies, je ne le ferai jamais, même si on me paye ». Il y en a eu, bien entendu, qui ont résisté. Il y a aussi tous les agriculteurs qui, face à un bilan trop difficile, ont décidé qu'ils passaient au poulet d'élevage, comme sur la petite photo en haut. Et voilà, plus de nom pour les poules, et on attend que le camion passe tous les X temps. Et on fait partie d'une nouvelle chaîne dans laquelle on est un petit peu un numéro, mais comme ça, on espère qu'à la fin de l'année, on tient toujours le coup. À droite, vous avez l'image idyllique de l'agriculture que certains ont en tête et qu'on ne rencontre évidemment pratiquement plus chez nous. On pourrait la rencontrer de nouveau un jour, mais c'est qualifié comme d'un retour à l'époque préhistorique, alors qu'il faut savoir, ne vous laissez surtout pas dire ça, c'est pas préhistorique, c'est proto-historique ou néolithique. Et là, vous dites ça, et après, si les gens ont envie de continuer à vous critiquer par rapport à votre côté conservateur, qu'ils le fassent, mais surtout ne laissez pas dire que c'est préhistorique. À l'époque préhistorique, on ne faisait pas ce genre de travaux. Alors, face à l'absence de monitoring des impacts sur la santé de l'agriculture actuelle, celle qui utilise des pesticides et des engrais chimiques, il y a vraiment beaucoup de questions et IOE est très très souvent interpellé là-dessus, mais aussi il y a des interpellations de la part des petits exploitants et on a dans nos associations et dans nos plateformes de collaboration Occupons le terrain qui fait vraiment de grosses actions sur le sujet et qui a aidé beaucoup de gens à s'en sortir ou en tout cas à avoir une voie de sortie et une voie de sortie par le haut, pas en se disant je vais élever 12 000 poulets à la fois. Alors l'économie de la zone rurale, elle est en pleine mutation, c'est le sujet depuis le début de mon exposé, vous l'aurez compris, l'immobilier a pris le dessus. Pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est bien mieux de faire construire que de continuer son activité agricole. Alors voilà, est-ce que c'est ça qu'on veut ou est-ce qu'avec le confinement, des nouvelles réflexions ont eu lieu? Quelle nouvelle équation mettre en place? On doit le faire avec les agriculteurs, on doit le faire avec les entreprises agricoles, de façon à ce que effectivement, ce ne devienne pas un marché épouvantable
où les gens courent après les dollars ou les euros. Et puis après, on voit qu'il ne reste plus que du lotissement en Wallonie, plus rien d'autre. Et de l'agriculture à pesticides. Pour la biodiversité, vous nous connaissez, on a quand même beaucoup d'associations qui s'occupent de ça. Donc vraiment, si vous voulez entrer dans plus de détails là-dessus, je peux vous mettre en contact avec des gens très intéressants, des associations qui font un très, très, très beau travail de terrain. Il y en a qui sont dans les CCATM, en plus, vous les connaissez peut-être déjà. En tout cas, sachez qu'il y a vraiment, pour obtenir un bon sol en béton ou une bonne artificialisation, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. On peut vraiment se contenter de supprimer les friches, de supprimer les vieux arbres, les prairies permanentes et les haies. Et là, c'est vrai, voilà, pas de problème, il n'y a plus de biodiversité, ou en tout cas beaucoup moins. On peut aussi installer des cultures monospécifiques, comme une pelouse, et là, ça va très vite pour supprimer la biodiversité. Et enfin, quelque chose dont on se rend moins bien compte, il faut éviter d'être trop propre avec ses bâtiments et les abords, parce que en fait, il y a beaucoup de choses qui s'installent dans les murs, dans les fructuosités, dans aussi ces endroits qu'on laisse tranquilles pendant quelques temps, ces choses qu'on ne balaye pas tout le temps. Et c'est vrai que ça peut donner moins bien, ça peut donner sale. Mais il faut jouer avec ça et se dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait installer ce coin-là pour que ce soit moins rangé, moins nettoyé, tout en n'ayant pas l'air sale, vu par un tiers qui n'est pas au courant qu'on fait ça pour la biodiversité. Et il y a moyen de mener toute une réflexion avec ça. Et nous, enfin, en tout cas, moi, dans l'équipe chez IOE, j'y tiens. Et donc, je me mets vraiment à disposition pour faire des choses spécifiques, pour discuter de ça avec vous, vraiment très, très volontiers. Et je pense, dans les prochaines années, arriver à trouver le temps d'écrire un dossier vraiment juste là-dessus. Donc, en gros, bâtiments anciens et biodiversité, bâtiments ou infrastructures, vieux ponts, vieux jardins, etc. Le point suivant, c'est le fait que les sols non construits peuvent devenir étanches à cause de plusieurs facteurs. Et pour ceux d'entre vous et celles qui ont déjà lu mon dossier, vous savez que je parle du fait que l'agriculture entre vraiment dans la compétition en démarrant très très haut par rapport au sol en béton, puisque quand on utilise des pesticides et des produits phyto, on vide le sol. Quand on fait de grandes cultures, qu'on les pratique de manière intensive et qu'on laisse le sol à découvert, entre cultures bien entendu, eh ben là, on fait tout pour avoir un sol en béton. Donc en fait, ça se transforme en béton automatiquement, sans même avoir eu besoin de construire. Voilà, alors sur tout ça, de toute façon, vous pouvez aller voir le rapport excellent qui a été fait. Donc, c'est en 2017 le dernier, mais j'espère qu'il y en aura un bientôt à nouveau. Ce rapport fait par l'administration, c'est un travail régulier que l'administration fait, très intéressant. Alors, les conséquences enchaînent, c'est bien entendu le Covid. Mais vous le savez sans doute, donc je n'ai pas besoin de détailler, mais si vous voulez, on en discute après. Je vous donne une référence là en dessous, le très très bon article de Sonia Schack contre les pandémies, l'écologie, qui met vraiment le doigt sur le rapport entre la biodiversité et les pandémies. L'aggravation des îlots de chaleur, là, il faut arrêter de couper les arbres et d'enlever même les arbres morts, les vignes vierges, les buissons, parce que ça va être très très grave d'ici quelques années. Et enfin, la domination par les espèces dites opportunistes, par exemple les pies, les corneilles qui ont vraiment pris le dessus maintenant sur les hirondelles ou les moineaux. Donc des défis urgents pour lesquels nos associations nous interpellent beaucoup, nos associations mais aussi des citoyens qui ne savent vraiment pas vers qui se tourner et qui disent il faut laisser la nature et les gens respirer, comment est-ce qu'on peut faire, quelles sont les pistes, en tout cas on ne veut plus de projets de construction près de chez nous. Et mon rôle, c'est surtout de faire en sorte que ces gens, d'abord, arrivent à exprimer ce qui ne leur convient pas, et puis qu'ils puissent voir plus large en disant qu'est-ce qu'on veut vraiment demander. Est-ce que ce projet de lotissement, il n'est pas en train de refaire ce que moi, j'ai fait il y a 20 ans, m'installer dans un lotissement? Est-ce que quand je me suis installée, quelqu'un a dit « je veux respirer, vous m'empêchez de respirer ». Et donc, il y a besoin que les gens réalisent qu'eux-mêmes sont venus quelque part. Beaucoup de citoyens en Wallonie aujourd'hui habitent à la campagne alors qu'ils n'y travaillent absolument pas. Et pourquoi est-ce qu'ils y habitent? Donc déjà de réfléchir à ça et de dire, alors avec ce principe-là qui est bien établi que moi-même je me suis installée à la campagne, comment est-ce que je peux travailler sur le futur? Parce que
Beaucoup de gens n'ont de leçons à donner à personne. Donc, voilà, c'est quelques points ici sur lesquels il faut vraiment être attentif, notamment se dire, si on veut améliorer l'espace public et avoir un logement de qualité, il faut surtout ne pas oublier la biodiversité et les aménités. Aménités dont on va parler dans un instant. C'est-à-dire, il ne faut pas enlever ce qui est là. Sinon, c'est sûr qu'on n'aura ni un espace public, ni du logement de qualité. On a beaucoup trop enlevé de choses et les gens fouillent les villes. Même encore aujourd'hui, ils fouillent les quartiers urbains. Certains s'imaginant qu'ils auront davantage de respect de leurs concitoyens s'ils vont s'installer en 4 façades. Et oui, il y a encore des gens qui font ça, malheureusement, parce que ça veut dire que c'est vraiment la pression des humains et pas le besoin réel. Le besoin réel, on vous encourage à l'avoir parce que c'est un besoin de jardin, besoin de plus d'espace parce qu'on a des enfants, mais foncièrement, il y a des solutions pour répondre à ces besoins-là sans faire le choix automatiquement d'une nouvelle construction isolée sur sa parcelle. Et pour ça, voilà, pour analyser tout projet, y compris l'endroit où vous habitez, j'ai conçu 8 balises qui reprennent des choses qui devraient se retrouver dans les études d'incidence, comme autant de chapitres, mais qui généralement ne s'y retrouvent absolument pas, ou sont absolument balayées d'un revers de main. Je pense par exemple l'aspect transport en commun, où on vous dit il y a une fréquence bus, on ne vous donne pas laquelle, on ne vous dit pas où vont les lignes, et le chapitre est considéré comme très bien fait. Ah, sur le plan de la mobilité, ils ont parlé des bus. Ah oui, sauf qu'ils n'ont rien dit. Voilà, les 8 balises du stop béton, je vais entrer un peu plus là-dedans maintenant. Je vérifie pour l'horaire si on est bon, ça a l'air d'être bon. 8 balises qui vous permettent donc de vraiment regarder un projet, mais aussi quelque chose qui existe déjà. Alors, très facile, la marche. La marche, c'est vraiment penser à vous en tant que piéton, mais en tant que piéton, dès que vous sortez de votre lit ou que vous vous levez de table, ou tantôt quand vous allez vous lever pour faire la pause. La marche et les accès aux transports en commun sont-ils confortables et évidents à partir du lieu et vers le lieu? Quelqu'un décide de s'habiller, voilà, il va complètement déménager sa famille, il va à Auchan. Il va à Auchan et il réfléchit absolument pas à comment aller à pied vers Auchan ou en bus vers Auchan. Si vous dites à ce monsieur, tu emmènes toute ta famille à Auchan, as-tu pensé comment aller à pied depuis Auchan? Vers où tu vas? Comment tu vas à Auchan à pied? Et quand vous n'avez même pas encore demandé la question en élargissant au bus, cette personne va vous dire, mais tu es fou ou quoi? Eh bien, voilà, c'est vraiment des questions de base et pourtant, aujourd'hui, on se fait traiter de fou quand on pose ce genre de questions. Et évidemment de donneurs de leçons ou de culpabilisants. Donc, commencez par réfléchir à vos propres endroits à vous, l'école où vos enfants ont été, le cabinet dentaire que fréquente votre maman, et vraiment pensez d'abord par vous-même, de votre côté, avant d'entrer dans des conversations avec d'autres gens, parce que ça peut être considéré comme très vexant et très casse-gueule au départ. Mais c'est important, parce que, regardez le deuxième point, existe-t-il des accès directs, multiples, variés, sécurisés? Pourquoi est-ce que je mets autant d'adjectifs? Parce qu'ils sont tous importants. Le piéton, il est toujours considéré comme pouvant faire des trajets indirects, sinueux, et surtout un seul. Moi, je ne suis pas d'accord. Un piéton, il ira à pied, beaucoup plus, s'il a des accès directs, s'il en a plusieurs, et si cette variété est dans le registre de la variété agréable, c'est-à-dire pas derrière ce zoning-là où tu fais le tour par la droite du zoning, où tu traverses le zoning. Non, on doit être dans quelque chose qui est humain et que tout le monde aimerait faire, et pas juste quelqu'un qui est quasiment limite un cascadeur ou une cascadeuse. Donc ça, c'est très, très important que vous l'ayez bien en tête. Ce point-là, c'est vraiment là-dessus. Et donc, il faut analyser les abords, repérer les obstacles formés par les infrastructures routières ou autres. Et un obstacle, c'est typiquement un espace qui n'est pas sympathique et où on se dit, je vais faire une mauvaise rencontre, ça ne me met pas à l'aise, donc je n'y vais pas à pied. Résultat, il n'y a personne qui y va à pied, alors que c'est proche. Et enfin, quelle est la distance à un arrêt de transport en commun? Mais cet arrêt lui-même, surtout, quelle est sa position dans le réseau? La fréquence des véhicules qui passent, la durée des trajets pour aller à tel endroit et surtout les autres arrêts desservis, puisqu'on ne va pas nécessairement toujours au terminus,
contrairement à ce que pensent certains concepteurs de plans communaux de mobilité ou certains concepteurs de lignes, même au TEC ou la SNCB. C'est important que nous, citoyens, on arrive à manifester ce genre de désir et de curiosité. Comme ça, au bout d'un temps, on peut espérer que les grands organismes adaptent leur offre à ça. Aujourd'hui, on a un éloignement extrême par rapport aux zones, ce qui est considéré comme une zone d'accessibilité piétonne par rapport à un arrêt. Et cet éloignement, il concerne 51% des nouveaux logements, donc des nouvelles installations en Wallonie. Donc la croissance démographique s'est installée hors d'accès. Et l'accès, je crois que ça va entre 300 et 700 mètres. C'est qualifié différemment. Il y a l'accès à 300 mètres et puis l'accès à 700 mètres. Et on sait que si ce n'est pas à 30 mètres, les gens ne font pas le trajet jusqu'à l'arrêt. En 2019, dans les décomptes, il y avait quand même 60% des Wallons qui habitaient à proximité piétonne. 60%, donc ça en laisse 40% qui n'habitaient pas du tout à proximité piétonne. D'un transport en commun qui fonctionne bien, avec beaucoup de fréquences, voilà, des lignes correctes qui vont à des endroits intéressants. 60% des Wallons. Mais combien de pourcents s'en servent? Ça, le calcul géographique ne sait pas le dire. Et par ailleurs, c'est pas pour autant que ces 60% de Wallons qui habitent à proximité piétonne d'un arrêt sont des nouveaux qui ont souhaité habiter là. Si on fait les calculs, pour la plupart, ce sont des gens qui habitent là sans l'avoir même fait exprès. Voilà, ça c'est vraiment pour votre réflexion par rapport à cette première balise et quelques pistes d'action un peu concrètes. C'est voilà, toute une série de points et moi j'insiste particulièrement pour afficher les horaires, les arrêts, le réseau, les coûts de transport dans les arrêts, dans les gares. C'est vraiment très très important. La SNCB s'est mise récemment à réafficher des choses, c'est très bien, il faut continuer parce que à la gare du Midi par exemple, il faut aller à une extrémité ou l'autre de la gare pour aller voir les grands panneaux jaunes qui donnent les horaires. C'est pas en plein milieu de la gare, c'est pas quand on arrive du tram, non. On doit savoir que c'est au bout ou on doit savoir que c'est sur les quais. Ce qui est quand même un peu se moquer des gens qui seraient de nouveaux usagers. C'est presque comme dire on n'a pas envie de nouveaux usagers. Et moi, je suis au point de me dire peut-être c'est ça en fait. Ils veulent pas de nouveaux usagers. Donc, pour afficher, c'est pas compliqué. Ça veut dire qu'il faut faire de bonnes affiches, il faut faire des bons plans et surtout, il faut en avoir en réserve pour changer tout le temps parce qu'il y a de l'incivisme, il y a des gens qui vont clasher vos affiches et oui, il faut les changer. Il faut veiller à ne jamais laisser une affiche abîmée plus d'une journée. C'est le métier d'un opérateur public qui reçoit de gros subsides pour faire ça. Donc, il faut le faire. Voilà, ça c'est des actions, évidemment les vôtres, vous pourriez dire je vais me contenter moi de surtout marcher, déjà c'est très bien. Tous ces points, ces pistes d'action, elles sont vraiment plus de l'ordre de quelles initiatives on pourrait recommander à un organisme plus officiel, évidemment, hein, quelqu'un qui gère toutes ces choses-là. La balise numéro 2 concerne l'accessibilité des cyclistes, PMR et malvoyants. J'agglomère dans une seule balise ces exigences très différentes parce qu'en arrivant à les résoudre, en arrivant à y répondre, on arrive à avoir un espace public qui est vraiment sympa pour tout le monde. Et c'est très important de se dire, ce qui gêne une personne, demain ça peut me gêner moi. Ce qui me gêne aujourd'hui, demain peut gêner une autre personne. Et ne pas croire qu'on est invincible et qu'on est le cascadeur de l'espace public. Il y a toujours des moments où on est trop chargé et où là, franchement, la bordure, on aurait bien voulu la voir et trop tard, on est par terre avec le gâteau. Voilà. Les gens avec des poussettes, eh bien, en fait, Marie de Cellier nous a raconté à la présentation qui était faite l'autre jour pour la MUFA, nous a raconté qu'un test avait été fait en grandeur nature à Charneux avec une personne qui avait un bébé en poussette. Et ça marche bien pour faire des tests d'espace public, hein. Évidemment, il ne faut pas juste être au milieu de la place, il faut faire des petits exercices, il faut aller à un endroit, à un autre endroit et voir combien de temps ça prend, si c'est compliqué, si on arrive à passer, si on doit descendre sur la chaussée parce qu'il y avait un poteau qui empêchait de passer soit le long de la façade, soit au bord du trottoir. Et peut-être pour vous, vous dire combien de choses sont compliquées sur mon trajet en voiture.
Vous allez me dire, ben, j'ai pas le temps, je fais mon trajet en voiture. Non, en voiture, on est de plus en plus souvent arrêté. Donc, quand vous vous ennuyez, pensez, tiens, le trajet que je viens de faire, comment est-ce que je l'aurais fait à pied? Et vous verrez, vous ne vous ennuierez plus en voiture. Alors, balise 3, l'échelle humaine. C'est l'objet d'un article, je vous ai donné la référence en dessous, parce que c'est une notion qui vient de Jan Gehl, qui s'est beaucoup occupé d'espace public, beaucoup occupé aussi d'urbanisme par rapport à des logements, des quartiers mixtes et tout ça. Et ça s'applique à différentes réalités. Donc, ce n'est pas un chiffre absolu, c'est vraiment une notion qui est censée être construite à partir de votre expérience. Donc, l'échelle humaine, ce n'est pas l'échelle 1, 2.500 ou 1, 2.25 000. Non, on n'est pas dans les cartésiennes, on est vraiment dans la perception à hauteur de personnes, à hauteur peut-être même d'enfants parfois. Et c'est vraiment un truc intéressant pour bien regarder un site avant qu'un projet s'y installe, c'est de se dire, OK, IOE m'autorise à y aller à pied sans même regarder de maquette ou quoi que ce soit. Non, ça, je les regarderai après. Je vais d'abord sur le terrain parce que pour le moment, je n'ai pas encore eu accès aux documents. La commune ne veut pas les envoyer. Eh bien, donc, vous arrêtez de râler. Vous allez sur le terrain. Si vous ne pouvez pas aller sur le terrain même, vous allez sur les environs. Vous prenez un max d'impressions. Donc, pas nécessairement des photos. Vraiment, vous noyez, entre guillemets, dans le site. Et après, vous regardez les documents qui arriveront peut-être dans 2 jours ou qui étaient peut-être arrivés mais que votre boîte mail était trop pleine. Et voilà, c'est vraiment se dire, je fais le deuil de cette lutte incessante pour obtenir des documents. Je me sers d'abord du terrain. Et le terrain, ça vaut toujours beaucoup, beaucoup. Parce que vous allez du coup voir des choses. Vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre ces arbres qui poussent, on dirait des saules, donc ça veut dire qu'il y a de l'humidité. Eh ben oui, bingo. Quand vous regardez les plans, et puis en plus, vous retournez dans des plans qui existent sur Wallon Map, hein, avant de recevoir les documents, vous pouvez toujours aller voir Wallon Map pour voir un peu la situation de fait. Et vous allez avoir des petites confirmations comme ça. Tiens, ce terrain, s'il n'a jamais été bâti, est-ce que ce ne serait pas parce qu'en fait, c'est une éponge? Qu'est-ce qui va se passer quand il sera construit? Voilà, ça, c'est vraiment l'échelle humaine, se dire, je vais moi-même avoir des considérations par rapport à ce terrain et me dire, waouh, quand il va être construit comme ça, mur à mur, sur toute la parcelle, ça va être énorme. Comment on va faire pour contourner ça à pied? La balise 4, c'est le paysage bâti et non bâti, c'est aussi la perception, mais c'est plus par rapport à des considérations esthétiques. Et typiquement, je vous ai mis une image de village bien wallon, un village qui est un morceau de ville aussi. On est à, vous voyez, là, le long de la route qui relie Namur à Dave. Donc, on est près du chemin de fer. Voilà, c'est un peu des choses qui ont été construites, puis recoupées par des grandes structures. Il y a des paysages lointains et en même temps des choses proches. Un paysage, c'est toujours plusieurs profondeurs, bien entendu, sinon ce serait juste un poster. Et moi, cette balise-là, je voudrais vraiment qu'elle vous réconcilie avec le paysage wallon tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, il est à la fois bâti et non bâti. Et ce paysage wallon, c'est quelque chose qui est fait de briques et de broc. C'est pour ça qu'on nous admire depuis l'étranger. Quand les gens viennent en visite ou bien qu'ils voient des photos, quand ils voient des photos de la Wallonie, parce qu'il faut dire que ça n'existe pas beaucoup, ils trouvent ça incroyable. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que ça ressemble à ça. Parce que d'abord, il y a peu d'images, et puis aussi parce que c'est un beau mélange. Ils n'ont vraiment pas l'impression, eux, que c'est du brol. C'est intéressant. Et c'est beaucoup plus vivant, par exemple, que les paysages hollandais ou néerlandais. Et souvent, ce sont les Néerlandais nos plus grands fans pour les paysages. D'abord parce qu'il y a plus de dénivelé. Oui, il y a des rochers, il y a de la végétation très variée, mais aussi il y a ce mélange qui chez eux n'est pas du tout aussi présent. Il est présent à une autre échelle. Nous, c'est vraiment de maison à maison, de jardin à jardin, tout change. Il y a des paramètres évidemment de base qui parfois sont un peu les mêmes, mais il y a vraiment de la variété, c'est des variations, quoi. Voilà, donc il faut en tenir compte et se dire qu'il faut, quand on ajoute quelque chose au paysage, il faut tenir compte de ce qui est déjà là, mais pas non plus en faire un complexe infini, et surtout ne pas se dire on va tout mettre sous cloche, c'est plutôt travailler avec le paysage, et travailler donc avec la balise 3, échelle, se dire mon projet il peut être plus petit ou il peut être plus varié, ça ne doit pas être une énorme boîte toute uniforme. Balise 5, le réemploi des matériaux, avec de nouveau quelques statistiques qui mettent le doigt sur un problème, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a des démolitions, quand il y a des chantiers, quand on vide un terrain pour le rendre plus plat, il y a trop
qui est considéré comme juste bon à baigner dans un site où on va mettre des inertes. Ça ne va pas. En fait, d'une part, il faut beaucoup moins modifier les reliefs du sol, de toute façon. Sinon, après, on s'en mord les doigts. Deuxièmement, il y a quand même des choses meilleures à faire avec des déchets de terrain qu'on aménage que de les emmener directement dans un exutoire. Il y a notamment, par exemple, les utiliser pour faire des assises de route. Et puis surtout, il faut se dire, est-ce qu'il faut encore construire sur des nouveaux terrains là où il y a encore rien? Ben non, il faut rénover. Donc cette balise, c'est vraiment pour dire, focus, rénovation. Une construction ancienne, ça peut être une construction d'il y a 2 ans, qui n'a déjà plus toutes les caractéristiques correctes pour bien fonctionner. On la range, on ne va pas la démolir après 2 ans, on ne va pas la démolir après 200 ans. On va profiter qu'il nous reste plein de constructions qui datent d'avant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une qualité de mise en œuvre et une qualité de matériaux qu'on n'a plus retrouvée après, puisque la standardisation était passée par là et l'industrialisation. Donc ça, j'en parle aussi dans mon dossier Stop Béton, comment en fait on a mis un point d'honneur à faire des choses en série à partir des années 50 déjà, et pour la Belgique, 60-70, avec des catalogues où les choses sont absolument les mêmes tout le temps. Vous avez 5 références, les châssis, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors que jusqu'à avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'architecture qui était faite par des petites équipes, on va dire modulaires, voilà, des gens, beaucoup d'amateurs aussi. Il n'y avait pas vraiment d'architectes pour beaucoup de constructions. Et par contre, un vrai savoir-faire qui se transmettait pour les différents corps de métier, les différentes techniques à appliquer. Et par rapport à la qualité, c'est vrai que parfois, on utilisait des bancs de pierre un peu plus gélifs, des briques, des mauvaises briques de four. Oui, mais en soi, la construction, la forme de la construction était bien pensée et a pu, jusqu'à aujourd'hui, tenir le coup et convenir aux deux familles. Donc ça, c'est très important à se dire parce que c'est une richesse extraordinaire. On a été nettement moins bombardés que d'autres régions d'Europe. Et même si on a été fort bombardés, les choses qui restent, se dire qu'elles ont pu passer à travers V1, V2 et tout le reste, c'est vraiment une chance. Et une chance notamment parce que ce sont souvent des bâtiments qui ont des caves et des épaisseurs de murs qui permettent de mieux résister pendant qu'il y a les épisodes de canicule. Donc là aussi, on s'en mordra les doigts si on se met à démolir ce patrimoine-là. Et il ne s'agit pas de le classer, il faut juste le rénover, l'utiliser autrement ou simplement bien l'entretenir s'il est encore parfait. Pour la rénovation, il y a 2 avantages énormes. Il y a d'abord l'avantage au niveau individuel, avec toute cette possibilité financière de faire face à des choses qui sont normalement nettement plus abordables, contrairement à ce qu'on dit. Et par rapport au niveau collectif, c'est le meilleur bilan environnemental général. Et puis voilà, de toute façon, il y a la satisfaction, la vôtre et puis celle du voisinage, de voir qu'on ne démolit pas une maison, encore une autre. Justement, on en arrive aux aménités. Les aménités, c'est ce qui fait plaisir quand on habite quelque part ou quand on y va. Les aménités, c'est ce qui attire, en gros, pour faire très simple, les touristes dans des endroits touristiques. Mais c'est ce qui fait aussi que vous, près de chez vous, vous avez des choses qui vous plaisent, même s'il n'y a pas le moindre touriste qui a jamais vu ça ou pris en photo. Ces aménités, elles sont déjà là. Et nous, on arrive après et on les respecte. Les Américains prennent exactement le même mot pour dire tout à fait l'inverse. Les aménités, dans l'immobilier américain, depuis quelques années, c'est autre chose. Et il faut faire très attention à ce que ce ne soit pas le cas chez nous aussi, parce que ça a tendance à le devenir. Les aménités, en fait, c'est quelque chose qu'on apporte pour qu'un lieu soit plus intéressant pour des clients d'immobilier. Et on les apporte sous forme d'option, comme sur une bagnole. Donc, vous avez le terrain qui vous est proposé et il y a des aménités, un peu comme des tirets, où on vous met, si vous voulez, des arbres de telle sorte, si vous voulez un petit muret qui délimite votre maison par rapport au reste du condominium. Et donc, voilà, vous cochez en quelque sorte, ou vous en parlez avec l'agent immobilier, et vous dites, oui, cette aménité-là, je la voudrais. Et c'est des choses qu'on vous ajoute. Donc, dites-vous bien, la balise numéro 6, elle est en guerre contre cette attitude-là. L'aménité n'est justement pas quelque chose qu'on ajoute. C'est pour ça que la balise s'appelle aménité existante.
Ça fait un peu lourd comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, on tient compte, on respecte, on aime les choses qui sont déjà là. Et ces choses, elles servent à plusieurs personnes. Donc, ce sont des biens communs. Et j'ai pris pour illustrer les tilleuls, les platanes à Louvain-la-Neuve. Quelqu'un débarque à Louvain-la-Neuve, s'aperçoit que la ville, d'après ses renseignements, est une espèce de table en dessous de laquelle il y a des parkings. Et va sur la Grand Place et voit qu'il y a des platanes. Regarde mieux, voit que les platanes sont dans des pots. Et dit, c'est pas des arbres, hein, c'est pas intéressant, hein, c'est des plantes en pot. Hein. Voilà. Eh bien, ce mépris, non, ça n'a pas lieu d'être. Parce que pour les gens qui habitent Louvain-la-Neuve, et même pas besoin d'habiter précisément la Grand Place, ces arbres sont très importants. Justement, ils ont été plantés il y a très longtemps, effectivement dans des jardinières. Plein de gens à l'époque ont dit « Vos platanes, ils vont mourir, ça va jamais fonctionner ». Ça a fonctionné contre toute attente. Ils sont pas mal. Et voilà, bien sûr que ce ne sont pas des grands platanes comme sur un course dans le sud de la France, bien sûr. Mais en attendant, ils ont dépassé toutes les espérances. Et il y a d'autres jardinières à Louvain-la-Neuve où les arbres et les arbustes ne tiennent pas et ce sont juste des buissons. Ils n'arrivent pas à faire des choses plus enracinées. Dans les autres quartiers, oui. Hein, les autres quartiers sont sur du plat sol, mais le centre-ville, lui, c'est vraiment comme une table desserte. Donc voilà, dites-vous que les aménités, ce n'est pas toujours le vieux tilleul de 300 ans ou le tout vieux pont et qu'à côté de ça, le nouveau pont. Non, ça, c'est pas une aménité. Non, attendez, interrogez d'abord les gens et vous verrez, il y a des gens pour qui des choses sont plaisantes, des odeurs, par exemple. Vous ne vous y seriez pas attendu. Eh bien, justement, c'est ça tout l'intérêt, c'est de commencer à discuter et de s'attacher à un lieu à travers l'attachement que d'autres gens ont pour des éléments qui constituent ce lieu. Et là, on peut se dire, on redémarre sur de bonnes bases par rapport au fait de choisir un lieu. Et donc, sur le plan immobilier, choisir un endroit, non plus simplement parce qu'il n'est pas cher au mètre carré, mais choisir un endroit parce qu'il y a tous ces éléments-là et que oui, c'est important d'avoir ces choses-là dans sa vie. Même si peut-être pour vos enfants, ils ne seront pas importants, mais peut-être qu'ils verront d'autres choses qui sont déjà là aussi et qui sont importantes. Et ça, évidemment, c'est la main tendue vers la nature qui est encore là, puisque souvent cette nature qui est déjà là, elle a un certain âge, elle est à une certaine maturité, avec une biodiversité qui s'est installée, que ce soit des lichens, des mousses, des invertébrés qui se sont installés là parce que ces arbres et ces buissons sont déjà là depuis longtemps. Ou cette prairie, une prairie ancienne où il y a beaucoup de variétés. Voilà. Balise 7, on va y aller à Soigny pour explorer cette balise tout bientôt, la semaine prochaine et la semaine suivante. C'est une balise un peu complexe parce qu'on pourrait se dire, oula, qu'est-ce qu'on analyse là, qu'est-ce que je suis censée faire, je ne travaille pas au CGFA, comment est-ce que je pourrais faire pour analyser tout ça? Mais simplement se dire que déjà, c'est les activités économiques au sens très large, donc c'est aussi des activités dont vous êtes au courant, par exemple un club sportif. Voilà, c'est très important de se dire que l'endroit où vous habitez, il s'inscrit dans un réseau d'activités qui sont des activités qui mettent les êtres humains en relation les uns avec les autres. Et aussi une circulation de biens, de services. Par exemple, à Soigny, à la gare, il y a des taxis. Et à la gare, il y a une librairie. Bon, si vous venez au décodage de Soigny, vous verrez tout ça. Vous pouvez y aller tout seul aussi, vous les verrez bien entendu. Et ça fait peu de temps, m'a-t-on dit, qu'il y a des taxis à Soigny, et c'est une excellente chose. Et ils servent très bien. Ils servent à plein de choses. Alors, le projet, si par exemple vous êtes en CCATM et que vous examinez un projet, quel qu'il soit, pour la balise numéro 7, c'est vraiment se dire ce projet qui va venir à cet endroit-là, comment présente-t-il le contexte? Dans le dossier de présentation du projet, qu'est-ce qui est dit sur le contexte? Qu'est-ce qui est dit sur, par exemple, les activités justement économiques? Qu'est-ce qui est dit sur le niveau, le niveau socio-économique du lieu? Est-ce qu'on sent par derrière un certain mépris? Est-ce qu'on sent une méconnaissance? Est-ce qu'on sent au contraire une empathie et une envie de travailler avec ce tissu culturel, sportif, etc.? Ça arrive. Il ne faut pas penser que tous les dossiers vont systématiquement mépriser le lieu. Et même certains dossiers commerciaux sont montés avec une attention toute particulière à cela. Donc, c'est important de prendre ça en considération.
notamment quand vous trouvez que, par exemple, un projet vous plaît bien, il vous semble qu'il fonctionne bien, et c'est de voir comment, justement, vous pouvez argumenter en faveur de ce projet en mettant en valeur la façon dont il pourrait fonctionner correctement avec le tissu économique existant. Même si dans le dossier, ce n'est pas dit, hein, mais votre impression à vous, l'impression par exemple que ça vient bien compléter, que ça ne va pas faire une concurrence inutile, que ce n'est pas de la banalisation. Voilà, des choses comme ça, ce sont des arguments très intéressants à utiliser et en CCATM, c'est particulièrement utile. Enfin, la balise qu'on s'attendrait à voir en premier quand IEW présente quelque chose, c'est bien entendu la biodiversité, la végétation et les espaces verts qui sont déjà en place et les continuités entre eux, avec une belle image de bocage l'été. Alors, pour assurer une continuité entre les espaces naturels, il faut utiliser tout ce qu'on a sous la main, les buissons, les haies indigènes variées, les talus, les fossés, les berges naturelles, les arbres morts, les barrières, et même utiliser les animaux. Il faut considérer que certains animaux sont de vraies navettes qui établissent des continuités et qui petit à petit font que des choses vont, sur le plan végétal ou parfois minéral, sembler se recomposer. Et donc en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait de ne pas trop nettoyer, on a ce genre de résultats et de bonnes surprises, de se dire oh, on avait planté des petits fruitiers sur le parking de notre entreprise, ces petits fruitiers piquants ont bien doublé la clôture et voilà qu'à leurs pieds s'installent d'autres choses qui visiblement en fait viennent du fait que des animaux ont mangé et voilà, ça a un peu servi de toilette pour les animaux et des choses se sont enracinées d'une année à l'autre. En fait, on va les laisser, ça donne super bien. Et ça permet du coup d'avoir une clôture qui est plus naturelle. Et ça nous permet, très important, pour les assurances, de laisser la clôture en grillage à poules, renforcée évidemment, parce que maintenant, cette grille, elle est bien camouflée par ce qu'on a mis comme végétaux, et en plus, ça aide la biodiversité. Je vous mets ici quelques pistes qui sont intéressantes, je pense. Pour moi, en tout cas, ça me semble être des choses qui sont pouvoir avoir vraiment un impact intéressant à court terme. Il faut savoir que certains termes, on est là pour vous aider. Si vous vous dites je suis intéressé par telle ou telle mesure, Hélène, est-ce que tu pourrais m'aider à comprendre mieux? Est-ce qu'il y a un de tes collègues, une de tes collègues qui travaille là-dessus pour qu'on travaille ensemble? Est-ce qu'il y a une association? Donc vraiment, on est à votre service pour ça. C'est vraiment une balise sur laquelle IEW peut travailler avec vous en peer-to-peer, business-to-business. Et je voulais juste vous éclairer un point qui est peut-être un peu compliqué, c'est les forêts familiales. J'ai mis cette espèce et âge mélangé, mais parfois, ce n'est pas bien compris. C'est donc pas du tout une forêt qui est la propriété d'une famille, c'est simplement que les arbres mélangés constituent une espèce de grande famille. Ce sont des forêts qui résistent beaucoup mieux au chablis et au changement de température et au changement aussi d'humidité par rapport à la sécheresse. Et évidemment, par rapport aux scolites. Quand j'ai commencé CEDIA, c'était le début des scolites, et maintenant ça pourrait être ajouté là pour mieux expliquer, mais typiquement, voilà, on a affaire à ça a décimé des parcelles parce qu'on avait des forêts ou des bois qui étaient beaucoup trop comme de l'agriculture. Donc on plante les mêmes espèces la même année et on a des résultats parfois splendides et puis quelquefois, comme avec les scolites, absolument catastrophiques. Donc, ici, je reprends un peu sur le fait que les sols devenus étanches, dont je vous parlais tout à l'heure, sont de grands contributeurs pour la perte de biodiversité. Donc, déjà, revenir à une agriculture qui est plus compréhensive des cycles naturels, et donc pas nécessairement entièrement non conventionnelle, mais en tout cas plus respectueuse et qui tendent la main vers des méthodes plus douces, plus extensives, ça peut tout de suite avoir des effets très positifs sur les sols et sur le régime des eaux, là bien entendu, puisque le régime des eaux, il est directement tributaire de tout ce qui se lessive d'un sol imprégné d'engrais et de pesticides. Donc, si vous enlevez ces composantes, si vous ne mettez plus les engrais, si vous ne mettez plus les pesticides, vous n'envoyez plus dans le ruisseau et dans les nappes des choses qui ne devraient jamais y aller.
L'avantage avec cette dia, c'est que on peut la tourner dans tous les sens et se dire ce qui est écrit en négatif là, pour ma CCATM, je vais le tourner en positif. Et là encore, je peux moi vous aider, on peut collaborer à ce genre de choses bien volontiers, mais je crois que vous y arriverez tout à fait. Il y a une news qui a été écrite exprès là-dessus, Retrouver le sol, et qui annonçait le décodage de Leuze, donc celui qui vient d'avoir lieu 2 fois en mai à Leuze-en-Hainaut pour expliquer ces continuités, et ça a été vraiment épatant de voir comment sur ce sujet-là on peut vraiment tenir 6 heures sans aucun problème et sans que les gens s'ennuient du tout, et avec chaque partie du terrain qui nous éclaire sur soit ce qui est en train de se faire aujourd'hui et qui est bien ou qui n'est pas bien, et puis comment on pourra améliorer. Et typiquement, une commune, je tiens à le dire, ils n'auront pas à rougir parce qu'ils ne sont pas là, mais vraiment, Leuze-en-Hainaut a été exemplaire. Une super collaboration avec les chefins de l'aménagement du territoire l'année passée. Et c'est lui qui a demandé à ce qu'on retourne, enfin, que je retourne. Et cette année, il y avait lui, l'éco-conseiller et les chefines de l'aménagement du territoire pour préparer cette visite. Et tout du long, ils m'ont dit ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils avaient déjà fait, ce qu'ils voulaient encore faire. Et en fait, ce décodage de l'année passée a presque plus servi de diagnostic pour la commune par rapport à sa biodiversité, aux mesures qu'elle pouvait mettre en place. C'était, voilà, sans le vouloir, c'était ça qu'on a fait. Et donc, on est à votre service pour refaire ce genre de choses avec vous si vous le souhaitez. Mais il faut évidemment se dire qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers et une grosse moisson. Donc, soyez tolérants par rapport à un calendrier et la possibilité de, voilà, d'étaler les visites dans le temps sur l'année. Pour revenir donc à l'ensemble des 8 balises comme une grille d'analyse, et mon exposé s'achève, c'est important de se dire qu'il faut vraiment renforcer par tous les moyens nos relations avec l'environnement bâti, naturel, économique, social, en tenant compte du contexte. Et ces 8 balises, je crois que vous avez bien compris qu'elles étaient faites pour ça. Elles sont faites pour arrêter de voir un lieu comme un simple socle indifférencié. Et ça, je crois que c'est ce qui vous remonte le plus et qui vous fait monter votre tension quand vous êtes en CCATM ou en conseil communal et que vous voyez comment on brandit uniquement l'aspect « c'est une parcelle vierge ». Oui, et après, est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut absolument y faire un projet et absolument y faire le projet qui est présenté là? Et je crois que les 8 balises vont vous aider à trouver davantage d'arguments pour justifier cette espèce de sensation qu'on a. Et au départ, on ne trouve pas nécessairement les mots, ou on a l'impression qu'on remet toujours les mêmes mots. Mobilité, biodiversité. Et ici, je pense que vous avez vraiment, avec ces DIA, le moyen de trouver d'autres mots pour que, surtout, on ne vous accuse pas de radoter, de répéter toujours la même chose. Mais si on vous dit que vous radotez ou que vous répétez, de toute façon, vous ne vous en faites pas. Ça veut dire qu'en tout cas, quelqu'un a remarqué que vous parliez. Il y a des gens, parfois, ils parlent et on ne remarque même pas qu'ils parlent. Donc, aidez-vous de ça comme d'une grille d'analyse. C'est un outil d'aide à la décision et j'espère que ça vous a été utile et que ça vous le sera à l'avenir. Voilà, merci pour votre attention. Et je suis à votre disposition s'il y a des questions. Eh bien, tout le monde est muet, mais je suppose que c'est muet tellement d'admiration. Hélène, tu m'entends là? Oui, oui, je t'entends, j'écoute. Ça va? Ah oui, tu es tout à fait scotché alors. Mais je pense qu'il faut... allez, une petite remarque. Moi, je fais une petite différence entre les choses qui, naturellement, parce que les gens ont des portefeuilles relativement limités, enfin, tout le monde n'est pas Rothschild. Donc, il y a plusieurs sujets qui viennent là. Par exemple, tu parlais tout à l'heure d'éparpillement par rapport à l'étalement. Mais pourquoi est-ce qu'on a parlé d'étalement essentiellement, à mon avis? C'est parce qu'on était très étonnés de découvrir, quand les plans secteurs sont sortis, ces magnifiques rubans qui partaient de la ville ou du village vers l'extérieur. Et ces rubans étaient constructibles, évidemment, hein, et ils le sont restés fort longtemps. Bon, il n'y en a que quelques-uns qu'on a essayé d'abolir, mais en fait, c'est tout de même pas la majorité. C'est quelque part une fonction
par rapport à l'argent que dégagent les règlements tels que le plan de secteur. Les zones constructibles, ben, on aime bien avoir des terrains le morceau. Et d'un autre côté, il y a aussi, par rapport à cet effet financier, on va l'appeler comme ça, un aspect financier beaucoup plus général et beaucoup plus global qui fait que aujourd'hui, immanquablement, les terres deviennent un peu plus rares, enfin, voire beaucoup plus rares, les terres à bâtir, et donc tout ce qui est rare est cher. Et les terrains, les prix des terrains ont très fort augmenté en 20 ans. Et donc, immanquablement, les superficies de vente de terrain. Avant, un client venait me trouver quand j'étais jeune comme architecte, et puis on avait des terrains de 3000 m² à l'appel. Maintenant, on parle de terrains de 1000 m². Il y a eu tout l'échelonnement entre les deux. Mais on ne te parle pratiquement plus de terrains de 3000 m². Donc, il y a un petit peu comme tu parlais des superficies des maisons. Ben, les maisons, jusqu'il y a peu, on avait les mêmes superficies à l'intérieur des habitations qu'on les avait il y a 20 ans ou 30 ans. Et puis, il y a eu tout un effet Covid, il y a eu tout un effet de 36 raisons, mais aussi du prix du mètre carré bâti. Et le prix du mètre carré bâti a augmenté. Tout a augmenté, évidemment, étant donné, par exemple, le prix du bois qui a pratiquement triplé pour certaines sortes de bois en très peu de temps, ben, on a tendance à rétrécir le nombre de mètres carrés des maisons et on se rapproche un petit peu de l'esprit d'un peu plus haut. Si tu vas en Hollande, si tu vas en Angleterre, un petit peu plus à l'ouest, bien, tu entres dans ces maisons qui sont à la fois basses de plafond et qui sont nettement plus petites en surface. Donc, c'est un esprit qui nous gagne parce que on dit souvent que vers le haut, là, du côté de la Hollande, ils sont un peu pisse-crosse, comme on dit chez nous, ils sont un peu économes et tout et tout. Mais nous, on le devient par la force des choses. Alors, dernière petite remarque, quand je disais qu'il fallait faire une réflexion sur les goûts, et ça va faire rire tout le monde, les aménités existantes, ben, la plus belle aménité existante, du moins celle qui a amené des problèmes avec la justice, mais c'est les coqs et les champs des coqs. Et il y a des personnes qui sont allées construire à la campagne, enfin, hors ville, et puis qui ont rouscaillé et qui ont voulu qu'on tue les coqs. Vas-y, qu'est-ce que tu en penses? Mais oui, c'est vraiment un super exemple parce que ben déjà, je n'y avais jamais pensé, personne ne nous l'a suggéré. Il y a quelques années, on a fait des visites d'aménité, hein. C'était genre 5-6 personnes qu'on ne connaissait pas a priori et on allait dans leur localité et chacune devait nous montrer une aménité différente évidemment de celle des autres et c'était dans une maille de 500 sur 500 mètres. Comme ça, en plus, avec ces gens, on étudiait un peu c'est quoi une maille en géo, en aménagement du territoire. Et après, on remettait ça sur le plan de secteur. Personne ne nous a parlé de coq, mais on a eu de tout. On a eu des odeurs, on a eu la vue qu'on ne voyait pas, on a eu une tour en démolition qui rappelait plein de choses. Et voilà. Mais effectivement, les coqs, c'est exactement ça. Donc, les gens vont mettre un poster de ce que c'est la campagne et ils vont mettre sur le poster toutes les choses sur lesquelles les gens rouscaillent, comme tu dis. Ouais. Et typiquement, le foin, excuse-moi, mais le foin, oh, j'ai de la paille qui rentre dans mon hall tous les samedis d'avril, là, et ils te donnent une fourchette, quoi, et tu te dis, mais alors pourquoi ils sont allés vivre là? Ils pensaient quand même pas qu'il n'y avait pas de foin ou pas de paille, quoi. Sans compter la dame qui est passée au JT avec la boue, et elle disait, on voyait sa villa en retrait, voilà. Elle disait, ça fait 25 ans que j'habite et il y a toujours de la boue. Mais alors, en 25 ans, il faut comprendre, non? Oui. On a affaire à Soigny, par exemple, à beaucoup de gens qui ne comprennent pas que les carrières fassent des tirs et qui disent que les carrières tirent n'importe comment. Et les carrières, d'abord, ne tirent vraiment pas n'importe comment. Ça coûte très cher, c'est très dangereux. Bernadette en sait quelque chose, hein. À la Cratte, on avait des... Voilà, c'est des choses, ça demande des permis, c'est vraiment pas du n'importe quoi. Et puis, on s'aperçoit que ces gens sont allés habiter dans des terrains qui sont mais juste à côté, qui étaient à vendre. Ils auraient dû faire attention. Ils auraient dû vérifier
Et ça ne vaut pas que pour Soigny, hein. Il y a des exemples partout en Wallonie, mais le tir a lieu seulement certains jours et c'est normalement toujours à 2 heures ou toujours à 3 heures. Les gens sont prévenus d'avance. Vraiment, voilà, je crois qu'il y a des gens, ils ne voient pas passer la semaine et tout à coup, ça se remet à faire tit et puis à péter. Et au lieu d'être content et de dire, oh, j'aimerais bien aller voir une fois ça. Enfin, moi, fondamentalement, je vais peut-être dans les détails personnels, mais pour moi, c'est incroyable de voir un tir en carrière. Je l'ai même filmé une fois. Et la première chose, c'est que, voilà, de R ici avec nous, Monsieur Van de Velde. Est-ce que vous avez ce genre de problème à traiter en CCAT? Je pense qu'ici à Herve, bon, il y a quand même beaucoup de gens qui comprennent que bon, ils habitent quand même la campagne, donc la campagne, mais bon, il y en a toujours naturellement, hein, il y a toujours des gens qui ne pensent pas aux vaches, qui ne pensent pas voilà, ou à une autoroute qui est à proximité et qui veulent demander naturellement des mesures contre cette autoroute ou n'importe quoi. Je pense que ça existe partout, mais probablement pas plus que chez nous qu'autre part, hein. Certainement pas plus que chez nous qu'autre part. Autre part, on a deux membres de la CCAT d'Ouarem, M. Gillard et de Marais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Rien? Pas trop? Ça n'est jamais éveillé dans la CCAT? Non, c'est pour... Enfin, moi, je suis assez jeune dans la CCAT, c'est ma première mandature, mais c'est une problématique qui n'a pas encore été beaucoup soulevée. Il y a bien des préoccupations un peu plus particulières, mais pour l'instant, pas à ce niveau-là. Et on n'a pas de coq qui chante et qui dérange les résidents ou les voisins. Je perçois que la CCAT de Ouarem est en nom parce que M. Grabchan. On n'avait pas sa vidéo, maintenant là, donc je suis plus conscientisé au fait qu'il soit là. Les anciens membres de la CCAT? Non, pas du tout. C'est aussi une expérience que je mène depuis peu. Je ne sais pas quelle est votre question de départ, mais effectivement, une ville comme Ouarem, par exemple, au milieu, comme on dit, une ville à la campagne, au milieu de la campagne, avec à nu des polarités au milieu des grands open fields. Et donc, évidemment, la tentation de grappiller, avec la bénédiction évidemment du plan de secteur, des sols limoneux qu'on dit les meilleurs d'Europe, voire peut-être très caractéristiques dans le monde, c'est un peu choquant, surtout qu'on vient de passer, je pense, 3 dossiers avec plus de 150 logements. Donc, c'est une vraie question qui est réelle, au-delà des anecdotes de champ de coq qui ne sont pas des anecdotes, hein, je suis le premier à le dire, mais voilà, il y a des réalités à côté. Pendant qu'on parle, il y a des personnes qui n'ont absolument aucun scrupule, état d'âme de faire ça. Donc, c'est une vraie question de fond qu'il faut se poser. Est-ce que le plan de secteur est dimensionné pour la bagnole? Oui. C'est une mentalité des années 70-80. C'est un fait, c'était la modernité, c'était comme ça. Aujourd'hui, il y a des reconsidérations à avoir, surtout en 2021, après où on a encore plein dedans. D'ailleurs, je vais me faire vacciner à 5 heures, donc si jamais je dois m'enfuir avant, ben, excusez-moi. Mais, et donc voilà, il y a évidemment le monde a changé et il me semble que beaucoup de gens, avec l'ancrage qui nous était imposé par le confinement, espérons remettre en perspective des valeurs perdues ou alors des nouvelles valeurs. Quelles sont-elles? On ne le sait pas. Et donc, il s'agirait de sonder. Voilà. Vas-y, Hélène, je ne vais pas. Merci, Monsieur Grabchan. Moi, je suis effectivement d'accord que dans la configuration actuelle, il y a beaucoup de logements qui sont construits avec une grande quantité, on va dire, d'unités.
Et on n'est peut-être plus dans la logique d'une maison construite par quelqu'un qui ne connaît pas le lieu. On est plutôt dans la logique de gens qui vont venir habiter dans un bien immobilier qui préexiste, mais voilà, pour lequel ils ne vont pas nécessairement avoir non plus de curiosité par rapport au lieu où ils vont aller habiter. Et comme vous dites, oui, la façon dont les immobiliers se lancent dans des projets comme ça, que clairement ils n'habiteront pas parce qu'ils n'ont quand même pas 150 familles à loger ou 150 vies. Voilà, ils n'ont pas le don d'ubiquité. C'est clair que c'est pas pour eux qu'ils font ça. Et on sent que voilà, ce ne sont pas des projets faits pour vraiment Oui, ce sont des vivre produits. bien. Ce sont des produits immobiliers, tout à Ce sont fait. des produits, non pas des projets. Ouais. Donc, votre présentation était très bien, mais il ne faudrait pas que les bonnes intentions, parce que les bonnes intentions ne font pas des bons projets non plus. Et donc, il faut être extrêmement vigilant à démonter, déconstruire, en tout cas, les grandes décisions de départ. Parce que je pense que de toute façon, ce n'est pas des voitures électriques et quelques maisons passives qui vont sauver l'affaire. Et donc, il faut pas radicalement se poser des questions. Je ne suis pas quelqu'un de radical, mais il me semble que tous les indicateurs que l'on voit à gauche, à droite, nous indiquent que nous ne sommes pas dans les années 80, encore dans une naïveté. Maintenant, on sait des choses, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Le stop béton, bon, alors on utilise le mot béton, c'est un matériau, bon, il ne faut pas tomber dans la caricature. En Suisse, on appelle ça le stop mitage, parce que je pense que c'est bien de cela dont il s'agit. Ce n'est pas un matériau en premier qu'il faut. Mais il y a par exemple un ouvrage que je vous conseille, il s'appelle Révolution territoriale de Espasium, revue suisse, où pour les Suisses qui sont généralement très polis, très propres, ils y vont de manière beaucoup plus franche. En termes d'idées, déjà, une idée, ça ne fait pas de mal. Enfin, je veux dire, on peut en parler, on n'agit pas encore. Et donc, il y a des choses quand même, c'est le signe qu'il y a une prise de conscience, en tout cas dans ces contrées-là, où la pression foncière est hallucinante. Enfin, je sais pas, il faut savoir ce que coûte un prix au mètre carré au bord du lac de Zurich pour savoir que la Wallonie joue dans une autre catégorie. Donc, ils ont réussi, en tout cas, ils essayent, il y a des initiatives citoyennes qui essayent de porter quand même cette question-là de front pour vraiment, parce qu'eux, ils sont conscients du dérèglement avec évidemment leurs montagnes, etc. Donc, ils sont dans un écosystème beaucoup plus fort que le nôtre, mais Probablement nettement plus perturbé que le nôtre aussi. Hein. Exactement, Voilà, ils voient les effets. Oui. Tandis que bon, la Belgique, vous parlez de villes éparpillées. Bon, le concept de ville diffuse, propre à Bernard Dozecki, a été aussi manifesté pour la Belgique. Voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large à regarder parce qu'il y a comme le vicinal qui a participé à l'explosion de l'éparpillement. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas à chercher de métropole en Wallonie, c'est la Wallonie qui compose une espèce d'énorme métropole un peu diffuse, un peu plic-ploc comme ça. Et voilà, il faut changer le regard par rapport à ça parce qu'on a d'un côté des disputes intestines entre grandes villes qui souhaitent être la métropole de Wallonie. Et du coup, on ne regarde pas comment notre région est conçue aujourd'hui par toutes ces conséquences des aménagements successifs. Donc, je suis d'accord avec vous que la modernité, elle n'est plus du tout à faire ce qui se fait depuis les années 60. Malheureusement, dans les arguments, c'est encore ce qui est sorti comme argument numéro 1, c'est moderne, c'est comme ça qu'on évolue. Tout à fait, ça doit être un crépi blanc isolant, il faut que le petit robot coupe la pelouse comme il faut. Enfin, je reviens d'Arlon, chez un ami qui a eu le malheur d'acheter une maison tomate et poivron, comme je les appelle. Bouly-la-Nerre dit que c'est un peu la Mérule de la Wallonie. Il faut aussi être... voilà, je dis les choses parce qu'à un moment donné, je pense... je ne suis pas quelqu'un de critique en général, mais à un moment donné, il faut quand même un tout petit peu maintenant se réveiller, je pense, pour parler des vrais enjeux. Il y a plein de terrains, on a un passé industriel incroyable,
un ami suisse, justement, une fois passé en Wallonie, il était stupéfait par la dimension industrielle de notre territoire et que tout ça se démantèle, on rase des quartiers de fabriques. À Warren, par exemple, il y a de magnifiques fabriques qui ont été complètement démantelées, comme si c'était une histoire à oublier. Donc, c'est d'abord un travail culturel à mener. Et en Flandre, on peut dire ce que l'on veut, même si c'est un peu regrettable de voir vers où dirige en termes de pensée, mais en termes d'action concrète, il y a quand même... Enfin, ils sont plus acculés que les Wallons, en tout cas, parce que nous avons encore beaucoup de vide, et je pense que ça, c'est notre plus grande fragilité. Donc, le thème de ce que l'on dit, artificialisation des sols, c'est ça. Ce sont ces grands vides qui sont encore des grandes valeurs, qui sont à grappiller de jour en jour. Alors qu'en Flandre, par exemple, le territoire est extrêmement saturé et ils s'en mordent un peu les doigts. Donc, mais on est en plein sur cette autoroute-là. Hein, donc, je pense que c'est important de discuter de ça. Et je peux... Oui, vas-y, Pierre. Oui, oui, bien Parce sûr. que Et les autres personnes aussi. Jean-Marie est là depuis le début. Et n'est pas tout à fait son habitude. Alors, je pense qu'il faut tout de même lui dire qu'il peut parler, Jean-Marie. Jean-Marie, vas-y. Je n'en doute pas. Non, non, je vous écoutais. Ah, mais Jean-Marie, tu étais à Leuze l'année passée. Donc, si tu n'as pas Tout à d'idée, tu peux fait. commencer par dire si tu as bien aimé la visite à Leuze. Ah non, c'était vraiment très très bien. J'ai appris plein de choses parce que c'est des disciplines auxquelles je ne suis pas très habitué. Donc tout ça est, on va dire un peu, je ne vais pas dire nouveau pour moi, mais des préoccupations qui ne sont pas nécessairement courantes en ce qui me concerne. Et non, je trouvais que c'était vraiment bien, très chouette. Non, non. Et tu Moi, es président de la CAT de Verviers, si j'ai vu. Non, de Dizon, pas de Verviers. J'habite sur la commune de Dizon. Disons, oui. Voilà, tout à fait. dois Non, je m'étais fait une réflexion. J'avais noté 74% des nouveaux logements sont des constructions neuves et 75% sont créés dans des anciennes constructions rénovées. Et ça, je me doute bien, c'est le complément des 74%. Mais on parle bien de nouveaux logements créés parce que sinon, la construction, ça fait déjà pas mal d'années qu'elle fait plus de rénovation que de nouvelles constructions. En général, quand on prend le secteur de la construction, quand on prend les permis d'urbanisme, je crois qu'il y a plus de rénovation que Tout de à fait, oui, oui, c'est Donc, on parle important bien de le de souligner. nouveaux logements créés, quoi. Hein, c'est Oui, ça. en fait, les statistiques sur cette dia posent un peu problème parce que je dois dire que je me suis pour cela inspirée du dossier de mon collègue Arnaud Collignon sur la rénovation tout en un, qui parle d'énergie et qui aborde le fait qu'il est grand temps de rénover beaucoup plus et qui prend toutes ces statistiques. En fait, le dossier a déjà 3 ans et je pourrais tout à fait passer à plutôt des statistiques que moi je trouve intéressantes que je rencontrerai par exemple sur le site du web. Donc, voilà exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure, quelque chose à faire évoluer lors de la prochaine présentation. Merci Jean-Marie. Parce que typiquement, cette dia-là vous montre que les nouveaux logements, quand on prend les nouveaux logements comme étant voilà, un résultat statistique en soi, comment se répartit-il Eh bien, 75 ou 74% de ces nouveaux logements sont dans des nouvelles constructions qui n'existaient pas avant. Et ça, c'est énorme, évidemment, dans un sens. Interpellant, bien sûr. Interpellant, mais c'est vrai que sinon, si on prend les permis d'urbanisme et les autorisations pour faire des travaux, là, on a une majorité de transformations et d'entretien lourds demandant un permis. Par ailleurs, les architectes, nos amis les architectes, qu'ils soient encore étudiants ou qu'ils soient déjà au travail, ou comme Pierre, ayant voilà, peut-être décidé d'arrêter un jour, eh bien, ils peuvent leur en attester dans leur carrière. Quel est le pourcentage de la rénovation? Il est énorme. La transformation, c'est le gagne-pain des architectes. Or, dans leurs études, quand est-ce qu'on leur parle de ça? Pas beaucoup, hein. Ouais, Parfois, moi, jamais. j'ai terminé ma carrière par un cours sur la rénovation, mais ça, sur justement le souci d'une rénovation énergétique, mais peu importe. Mais c'était relativement récent.
Je crois qu'on a un problème de connexion.